Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast Jouer dans Garnotte, animé par moi, Stéphanie et Véronique. Véronique, je te laisse l'honneur de te présenter en premier. Ben salut, officiellement, moi c'est Véro, femme active, travailleur, et ça donne que je suis maman. Et en plus, ça donne que mon enfant a des besoins particuliers, puis ça donne que j'aime ça les humains. Fait que je me suis questionnée à comment je pouvais rendre sa vie plus facile, puis parler, c'est souvent une solution à nos manques de connaissances. Fait que pourquoi pas le faire de l'intérieur? Fait que voilà, c'est assez moi. Et moi, je vais me présenter, je m'appelle Stéphanie, je suis éducatrice spécialisée, fondatrice du blog Ma banlieue et je suis aussi maman de 2 enfants que vous aurez la chance de découvrir au fil des épisodes du podcast. Et on a aujourd'hui comme première invitée Daphné Gagnon. Bienvenue! Allô! Merci à vous. Alors, je m'excuse, je me suis étouffée avec ma salive. Pour ceux, en fait, qui ne connaissent pas, Jouer dans Garnotte, on l'a parti il y a environ 2 semaines, Véro et moi, alors qu'on se parlait sur Instagram un peu de nos réalités respectives. Et nous est venue l'idée de lancer un podcast pour parler des différentes réalités, justement, des familles qui vivent avec un enfant à besoins particuliers ou qui vivent des défis au quotidien pour déstigmatiser un peu cette réalité-là que plusieurs ne connaissent pas. Parce qu'on s'entend qu'au niveau de la représentation dans la sphère médiatique, c'est assez faible. Donc, on s'est donné comme mandat, nous, femmes, mamans, blondes, peu importe, de parler de nos réalités, mais aussi d'aller à la rencontre avec des spécialistes, avec des gens qui œuvrent dans le milieu, avec des organismes aussi, pour mettre en valeur ces jeunes-là qui sont tout à fait exceptionnels. Donc, Daph, je te laisse le soin aussi de te présenter. Oui, donc je m'appelle Daphné, je suis une femme en tout premier lieu. Je suis aussi quelqu'un qui travaille normalement en comptabilité. J'ai 3 merveilleux enfants, Luca, Thomas et Léo. Je pourrais dire, je vais essayer d'arrêter de dire à chaque 2 secondes. Grossièrement, quand on me voit dans la rue, ce qu'on remarque, mis à part le fait que j'ai 3 enfants, c'est le fait que j'en ai un qui agit drôlement parce que Luca est autiste non-verbal. Et j'ai aussi mon Thomas qui a de grosses difficultés à l'école pour plein de raisons. Puis Thomas, qui était à la garderie, fait que pour l'instant, ça se gère et on espère que ça va se gérer bien pour le reste. Puis, je suis aussi cofondatrice de l'entreprise Projet Spécial. Oui, on va revenir. En fait, moi, je vais, tu sais, dans les podcasts habituels, là, ils remercient tout le temps leur commanditaire du jour. Puis moi, aujourd'hui, j'ai décidé que vous étiez notre commanditaire du jour parce que je vous aime. Puis parce qu'on va faire, c'est ça, dans le fond, tantôt, tu vas nous décrire le projet que tu as cofondé avec Ariane Zita, qui est aussi chanteuse et magnifique interprète. Et on va commencer par, en fait, ce qui nous unit les 3, c'est que, ben, vous 2, vous avez des enfants qui ont reçu un diagnostic de TSA. Et moi, j'ai une enfant qui est en attente d'un diagnostic de TSA et j'ai beaucoup parlé avec vous 2 dernièrement parce que, ben, il n'y a rien de plus naturel que de parler avec quelqu'un qui vit cette même situation-là, qui ne sera pas dans le jugement, qui ne sera pas ultimement dans la recherche de solutions, ou qui ne sera pas dans un mode, ben voyons, tout le monde est un peu autiste, tu sais. Fait que ouais. ça me fait du bien de vous parler. Puis je pense qu'avec la prévalence aussi des diagnostics de TSA, quand on dit TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme, anciennement trouble envahissant du développement, là, on reviendra là-dessus plus tard. Mais je pense qu'avec la prévalence, il y a plusieurs familles dans la même situation que nous qui vivent un peu cet isolement-là face à la réception d'un diagnostic. Puis, mais j'avais envie d'entendre un peu vos 2 histoires, votre cheminement, l'entrée de ces 3 lettres-là dans votre vie, ce que ça vous a fait comme premier. Ben, on peut parler de choc, là. Oui, ça dépend à quel moment tu le reçois, mais c'est effectivement comme en parlant avec toi dans les dernières semaines que je me suis rendu compte que même si les ressemblances dans les recherches du pourquoi on fait ces démarches-là de faire évaluer notre enfant, je me suis rendu compte aussi qu'il y a
les services sont pas établis partout pareil dans les régions. Puis c'est pas, on traite pas les parents de la même manière d'une place à l'autre. Les approches diagnostiques sont pas les mêmes, dépendamment si ton enfant a beaucoup ou pas de très visible dans tout ça. Tu sais. Moi, dans l'absorption du choc, par exemple, j'avais déjà un diagnostic génétique de trisomie 21. Donc, aller chercher ce diagnostic-là, ça a été un soulagement parce que quand on a été confronté à d'autres enfants qui avaient, je dis confronté là, comme si c'était péjoratif, mais quand on a rencontré d'autres familles qui vivaient avec la trisomie, notre fils ne cadrait pas là-dedans non plus. Puis là, qu'est-ce qui appartient à quoi? Est-ce que les comportements appartiennent à la déficience? Est-ce que les comportements appartiennent à la trisomie? Ils appartiennent à quoi? Puis là, plus il vieillissait, plus les comportements ressemblaient vraiment beaucoup au TSA. Par contre, il y a très peu, dans ma condition, il y a très peu de connaissances sur les deux diagnostics mis ensemble parce que tout peut s'entremêler. Ce qui me fait voir l'autisme dans tous les spectres avec juste un seul humain parce que ça peut aller vraiment dans tous les sens avec lui. Puis que moi, je représente aussi le TSA de manière cliché par rapport à ce qu'on voit dans les films. Donc, surexposé, vraiment caricaturé. Moi, mon fils, il a tous les traits. Fait on dirait qu'à cause de ça, j'étais déjà pardonnée parce que il y avait le faciès. Fait que les gens savaient déjà qu'il était différent. Pour moi, c'était moins un choc d'avoir le diagnostic d'autisme que de trisomie parce que ça lui ressemblait tellement plus que ce qu'on me parlait de la trisomie. Fait que j'ai trouvé le cheminement pas égal. J'ai trouvé que c'était lourd. J'ai trouvé que ça remettait constamment mes compétences parentales en jeu, tu sais, parce que c'était une ligne mince entre j'étais pas adéquate comme parent, ça faisait des comportements inadéquats, ou j'étais juste vraiment pas dans le même langage que lui, tu sais. Fait que aller chercher le diagnostic, c'était pour m'outiller, pour essayer de le comprendre à travers des lunettes plus extérieures. Puis au passage, je me suis rendu compte que même dans l'autisme, il n'y a pas deux situations pareilles. Fait que mon désir de comme être moins seule, des fois, ça s'est amplifié parce que je me retrouvais pas non plus dans tout ça. Il y a tellement de manières d'être parent d'un enfant autiste, puis il y a tellement de diagnostics d'autisme que ce podcast-là, pour moi, c'est une manière de se dire, sais-tu quoi? Chaque famille est correcte comme ça. On n'est pas obligé d'être pareil, même quand on est différent, puis ça nous permet de comme voir l'autisme avec des lunettes plus roses que ce qu'on voit dans les médias. Ouais, non, écoute, j'aurais pas dit mieux. Daph, toi, ça a été comment avec Luca? Avec Luca, en tout premier lieu, on s'inquiétait parce qu'il parlait pas. Il y avait niveau moteur, Luca, là, à 8 mois, il était déjà debout puis il faisait des premiers petits pas. Fait que, ça allait vraiment très vite là-dessus. C'était vraiment au niveau de la parole. Puis, moi, j'allais au CLSC, puis je dis, par quel âge environ? Dans les vaccins, là, quand ils te demandent, ils te font un petit topo de comment ils se développent. Mais au CLSC, je me faisais répondre très bêtement que je devais stimuler mon enfant parce que moi, j'ai eu Luca, j'avais 18 ans. Donc, on dirait que le premier réflexe, c'était comme, tu le stimules pas assez. Le premier réflexe, c'était de jeter le blâme parce que tu avais le jugement qui venait avec une grossesse jeune. Puis là, automatiquement, c'est de ta faute parce que tu stimules pas. Ah oui, c'était vraiment ça que je sentais. Puis, sur beaucoup de sphères, des petits accidents que tu te ramasses à Sainte-Justine, des choses comme ça, on avait des questions des fois comme... c'est ça, douter de tes compétences parentales à base de voir que tu pouvais dire la vérité là, puis que tu connaissais ton enfant. T'sais. Oui, puis c'est sûr que c'est difficile, oui, avoir un enfant jeune, mais pour vrai, ça a bien été. Dans ce temps-là, j'avais ma belle famille de l'époque qui était très présente. Ça a bien été pour vrai. Je n'encourage pas ça nécessairement, mais ça aurait pu être plus difficile. Puis Luca n'avait pas, à cette époque-là, des gros comportements stéréotypés, comme quand on allait faire les suivis au pédiatre, ma médecin depuis que j'ai accouché de Luca, qui nous connaît de fond en comble, Luca, il avait pas nécessairement le regard super fuyant, il regardait pas des affaires tournées pendant des heures, toutes les petites coches stéréotypées qu'on avait en tête. Mais là, on recule il y a 12 ans, là. Puis en 12 ans, là, écoute, c'est... mais ça a changé, le discours a changé énormément, là.
Fait que c'est ça, ben en gros, Luca parle pas. Donc là, tu regardes les oreilles, ben non, il est pas sourd. Puis t'es quasiment fâché qu'il est pas sourd parce que Ouais. t'espères qu'il est sourd. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, on était à l'orthophoniste, on paye des fortunes à l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle nous dit, bon, ben je pense que je vous ferai une référence à tel autre endroit, mais tu sais, c'est tout vague. Mais dès le départ, les professionnels qui se pichent la balle ont définitivement vu que Luca, probablement, il est autiste. Fait que là, finalement, on se fait renvoyer, ça s'appelait comme le centre de réhabilitation ou je sais pas quoi, là. Puis c'était de l'orthophonie, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, on se fait juste dire, ben, vous n'êtes pas au bon endroit, on va vous envoyer faire un test ADOS. Ouais. C'est tout ce qu'on me dit. Ouais. OK. Fait que, mais là, il y a plein de mois d'attente. Fait que tu dis, ben, je vais aller le faire au privé. Fait que là, Ouais. pas nécessairement c'est quoi le test ADOS. Puis, tu sais, j'ai à peine Facebook dans ce temps-là. Donc, je vais sur Google, puis je tape test ADOS. Puis là, je vois que c'était comme Autism, Diagnosis, je sais pas trop quoi. Oui, parce qu'évidemment, les tests sont en anglais. C'est ça. Autism Diagnostic Observation Schedule. C'est ça. Fait que là, OK. Mais tu sais, en même temps, tu es encore dans un genre de déni. Puis là, tu te dis, bon, ben go, on va juste trouver un professionnel. On trouve un professionnel super fine qui nous dit, tu sais, en plus, hey, je vais ajuster, tu sais, les facturations pour les assurances, tout ça, pour que ça vous coûte moins cher à la famille, tout ça. Mais tu sais, elle, dès qu'elle voit Luca rentrer dans son bureau, là, tu sais, elle le sait, là. Elle le sait. Puis, bref, on fait les évaluations, je sais pas, 2, 3 fois. Puis là, il t'appelle pour te dire, bon, ben, je vais vous donner le diagnostic. Fait que dans une belle journée du mois d'octobre, alors que j'ai un petit nourrisson de 5 semaines qui est né, ben là, on te met les mots que tu ne veux pas entendre. Moi, je me rappelle, elle nous parlait de pointage, puis de patente. Puis là, tu sais, tu as un rapport de 20 pages. Puis là, je me rappelle avoir dit comme, OK, mais c'est quoi que ça veut dire, ça? Ouais. Il est autiste ou il l'est pas, puis ça fait juste te dire oui. Fait que là, en même temps, tu le sais. Mais tu sais, Ouais, mais tu ne sais pas que ça s'appelle comme ça. c'est ça. Puis tu sais, à cette époque-là, moi, l'autisme, je vois juste quelqu'un qui se balance puis qui se frappe la tête des murs. Tu sais, Ouais. Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient ça encore comme ça. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été la grosse claque, puis ça en a enclenché comme... parce que là, tu te fais... Tu sais, au début, t'es comme, bon, ben go, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? T'es pas mal devant un mur de genre, personne peut vraiment te répondre parce que il y a 2 à 3 ans d'attente, mais là, on me dit à quel point que les enfants, il faut qu'ils soient stimulés maintenant, 20 heures par semaine, sinon c'est trop tard. Puis là, Oui, puis parce que les offres de services n'existent plus de la même manière passé 6 ans non plus. Fait que t'as comme le rush du diagnostic, le rush des suivis avant que tu passes déjà à l'étape suivante alors que tu n'es même pas rentré dans la première. Fait que, tu sais, ça aussi, on aurait pu faire mieux en encadrant les familles, tu sais. ah oui, puis là, tu dis, OK, là, la personne qui est au privé te propose quelque chose. Puis dans notre cas, c'était parfait. C'était ça qui fitait avec Lucas, c'était de l'ABA. Fait que, tu sais, grossièrement, je vais te montrer quelque chose, puis si tu le fais, je vais te donner une récompense. Puis, tu sais, de fil en aiguille, on réduit les récompenses. Tu sais, je vous fais ça bien, bien rapide. Non, mais en même temps, c'est exactement ça. C'est vraiment ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que là, tu sais, tu te lances là-dedans, tu te dis, bon, ben, go. Moi, à cette époque-là, j'étais sur tu sais, j'avais décidé de faire un certificat en comptabilité à distance qui était vraiment une idée nulle, mais j'avais des prêts et bourses. Fait que tu prends tes prêts et bourses pour payer ça, tu prends de l'argent sur la carte de crédit, tu pensais acheter un char parce que t'as une plus grosse famille, tu prends cet argent-là, puis là, je veux même pas imaginer tout ce qu'on a mis là-dedans. Mais tu vois que ça fonctionne quand même. Fait que là, t'es comme pris dans une spirale de tout ça, puis moi, je m'accrochais tellement à des mots dans le diagnostic, le rapport comme 25% des autistes perdent leur diagnostic ou je sais pas quel pourcentage n'a pas de déficience intellectuelle. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, on dirait que je me raccrochais à ça, mais tu sais, je me revois en arrière, puis j'aurais tellement scrappé ça du rapport, là. Tu sais, juste comme, ben, go, on va aller avec ton enfant, là, puis on verra, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, je parle, je sais plus j'en suis où, fait que je vous rends la parole. Non, mais c'est parfait parce que, tu sais, en même temps, un peu comme que Véro le disait, tu sais, quand on reçoit un diagnostic comme ça, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Puis chaque famille l'accueille d'une façon que ça soit parfois
une différence au niveau de la culture, au niveau de la compréhension, au niveau de l'éducation, on accueille toute cette nouvelle-là différemment. Puis surtout au moment, toi, c'est arrivé, tu avais un bébé naissant, tu étais une jeune mère, encore aux études, c'est sûr que ça peut des fois fouetter plus fort qu'une famille qui va être établie, puis tout ça, c'est différent. Ouais. Sauf qu'en même temps, je comprends que ce que tu dis, c'est que 12 ans plus tard, il y a des choses dans ton rapport que tu aurais enlevées parce que toi, ça te donnait comme une espèce de, pas un faux espoir, parce qu'on a toujours cet espoir-là comme parents pour nos enfants qui réussissent le mieux possible, qui défient un peu les pronostics, mais que tu aurais peut-être mis toutes tes... Ça t'aurait au moins déculpabilisé. Ouais, ça t'aurait au moins déculpabilisé parce que, il faut que tu te pardonnes aussi de ne pas avoir été réceptive parfaitement à ce qu'on t'annonçait, dans le sens où tu faisais ton possible pour jongler avec de quoi d'énorme, qu'il y a tellement pas de mots qu'on les met en anglais. Je veux dire, on est en retard ici pour tout ce qui est des tests francophones ou des tests adaptés, parce que comme tu le disais, c'est genre 1/3 et moins d'1/3 des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle. Mais si tu as la déficience intellectuelle, comment tu fais un test qui n'est pas adapté? Ou si les tests, mettons ton enfant, là, moi j'en ai fait une couple, ton enfant, il a peur des abeilles, mais dans le test, il te demande, trouve 3 abeilles, puis là, il est évalué sur ça. Crime, ça marchera pas, fait que tu peux pas faire un système de diagnostic qui est pas transparent avec les parents. Tu peux pas dire, hey, on va te rappeler dans 2 mois, ça se pourrait qu'on ait de quoi de nouveau à t'apprendre sur ton enfant. Toi, tu le sais déjà, tout ça. Fait que comment on peut faire ça pour adoucir le processus? Parce qu'au final, là, c'est pas si grave, son autisme, parce que dans le sens, il va être fonctionnel, il va manger, il va faire Pourquoi est-ce que ça a une lourdeur qui pèse sur les parents, puis qu'on te dit tout ce qu'il fera pas, mais qu'on te montre pas à vivre avec? Pour qu'est-ce qu'il va être capable de faire, c'est... Puis, je comprends un peu aussi ce que tu voulais dire, Daph, par 25% vont perdre leur diagnostic. Ouais. Toi, comme parent, tu t'accroches à ça, puis c'est comme si ton enfant ne réussit pas, toi, t'as failli, tu sais. Oui, exactement. Oui, écoute, j'ai eu de la... Tu sais, dans le fond, là, moi, là, Luca, il est autiste, puis c'était de ma faute. Parce que j'ai une nièce qui a eu un diagnostic vraiment tard à l'adolescence, mais dès qu'elle était petite, on le savait. Là, on le savait qu'elle était TED. Bon, on disait TED. Oui, jadis, oui. Fait que, ça venait de mon bord. Puis, quand le diagnostic, tu retournes au pédiatre, là, la pédiatre a dit, bon, j'aimerais ça aller valider, mettons, est-ce qu'il fait de l'épilepsie? Parce qu'il y a souvent des autistes qui font de l'épilepsie. Est-ce que on va aller faire un test génétique poussé? Il y avait comme quelques petits tests pour juste valider, y a-t-il autre chose? Comme un peu... regarder le portrait global, tu sais. Puis, le test génétique que j'avais complètement oublié, Sainte-Justine m'ont rappelé et Luca avait alors 9 ans. Écoute, on est comme 6 ans plus tard, là. Tu sais, moi, on m'a appelé, je suis comme, de quoi tu parles? Ouais, c'est ça. Puis, fait, dans le fond, c'était plus pour de l'étude. Fait que tu te dis, OK, go, on va faire ça. Tu sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Moi, dans ma tête, j'étais comme, voyons, on dit tout le temps que l'autisme, c'est pas génétique, ou tu sais. Ouais, exactement. On va checker, tu sais. Finalement, là, on a eu un petit rapport qui dit, dans le cas de Luca, il n'y a rien dans ses gènes, on va dire ça de même. C'est pas mon domaine, je parle comme je pense, là. Il n'y a rien qui indique, tu sais, il n'y a pas une coche, un gène qui explique son autisme. Il est juste autiste parce qu'il est autiste. Tu sais, tu as gagné au 649, mettons, là. Tu sais, c'est bien ça. Ouais. Puis là, cette journée-là, c'est enfin que j'étais capable de faire « Hey, c'est pas de ma faute ». C'est plate que tu as vécu ça. Je trouve ça terrible que les mères... C'est ça, ouais. C'était peut-être des discussions avec l'entourage ou des choses comme ça, mais même ma sœur, qui est la mère de ma nièce, qui est autiste, elle était comme « voyons donc, t'es-tu folle d'avoir pensé ça tout ce temps-là? » Mais tu te dis, dans les questionnaires, il y a tout le temps des questions. Y a-tu de l'autisme, des retards de langage, des nanana? Puis, de mon bord, il y en avait. Fait que, c'était toute l'espèce de coche. Bon, on fait la balance, là. Bon, c'est plus de ta faute. Fait que... c'est comme s'il fallait trouver absolument un coupable ou une raison pour expliquer ça. Alors que, on te demande pas la raison pourquoi tu as les cheveux bruns. Puis, ça part du même principe dans ton corps, des gènes qui peuvent avoir été plus de ton père ou de ta mère, mais personne ne se pose la question pourquoi tu as besoin de lunettes ou pourquoi tu as ci ou pas. Mais
Mais par contre, ce qui a trait à des choses qui dérangent ou qui sont... C'est la même chose pour la trisomie, qui est le premier test de dépistage gratuit, à quel point on veut... oui. Il faut se questionner éthiquement sur où on va jusque-là. C'est bien les études, mais pour culpabiliser les parents. Puis, tu sais, ce que tu disais, là, dans les années 50, c'était le même discours. C'était la faute des mères. On internait les enfants. C'était la mère qui était pas aimante, qui était froide avec son enfant. Puis je comprends pas qu'on n'a pas fait mieux en 70 ans. Tu sais, on n'a pas renversé parce que, by the way, il y a un père aussi, cet enfant-là, de un. Puis de deux, ben, comment on peut juste lâcher la biologie puis se concentrer sur le moment présent? Le moment présent, c'est un enfant que sa mère a donné tout ce qu'il avait de besoin, tu sais. Puis qu'il y a des comportements pareils, fait qu'on fait comment pour t'aider? Oui. Ouais, c'est drôle parce que récemment, j'ai lu un article qui disait que justement, il pourrait avoir des tests précoces pour déceler l'autisme alors que le bébé est un fœtus ou quelque chose. Puis, tu sais, quand j'ai eu 4 grossesses, mais j'ai eu une fausse couche dans l'histoire, mais tu te dis, puis tu sais, c'est l'hantise là, de te dire, OK, je fais tous les tests, je fais ce qu'il faut, mais tu sais, s'il y a un test qui revient positif, c'est pour la trisomie, là, ou tu sais, quand tu fais les échos, puis qu'ils prennent toutes les mesures, puis tout, hey, tu veux pas être confronté à ça. Puis j'avais déjà une personne qui m'avait dit, tu sais, si tu l'avais su quand tu étais enceinte, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais comme, non, au secours! Non, c'est ça. Puis moi, être dans cette position-là, tu sais, j'ai eu un deuxième enfant que je ne savais pas que Lucas, je le savais dans le fin fond de moi-même que Lucas était autiste, mais quand j'ai eu mon troisième, vraiment plus tard, une petite surprise de vacances, tu sais, je me disais, mettons, j'ai une enveloppe, là, puis ça me dit, bon, ben, tu as un enfant trisomique, par exemple. Mais là, moi, j'en ai un déjà qui en vaut 20. Tu sais, j'ai pas le même, l'espèce de... Je le sais qu'il n'y a pas de service, puis tu sais, je sais que t'es... Fait que, tu sais, j'avais pas la même... Puis tu sais, c'est pas le fait que c'est un enfant trisomique, là. C'est juste le fait que d'emblée, on me dise, bon, ben, ton enfant, là, en plus d'avoir plein de difficultés, ben, t'auras peut-être pas nécessairement ben du soutien, tu sais. J'ai un peu bifurqué de l'affaire, là, mais... Non, mais ça m'amène à la deuxième partie des services. Parce que moi, je suis là-dedans en ce moment avec ma plus grande, Margot, qui va avoir 8 ans au mois d'octobre. Puis ça fait depuis que Margot a 2 ans et demi que je cogne à toutes les portes possibles, puis que je dis, écoute, je sens qu'il y a quelque chose de différent avec mon enfant. Est-ce que c'est un TSA? Est-ce que c'est de la douance? Est-ce que c'est de l'anxiété? Tu sais, tout est comme entremêlé. Puis là, à l'aube de ces 8 ans, c'est là qu'on commence à avoir des réponses à nos questions. Puis ça s'enligne jusqu'à hier, à 99%, un syndrome d'Asperger. Et la pédopsychiatre nous suggère aussi d'aller faire un test en neuropsychologie pour aller voir s'il n'y aurait pas en plus un déficit de l'attention et de la douance. Fait que c'est sûr que c'est aussi un package deal, mais hier, je l'ai trouvé difficile, pas parce que c'était comme un choc, parce que ça fait 5 ans là, que moi, dans ma tête, il y a comme une lumière qui clignote, mais c'est de me dire, comme éducatrice spécialisée, je connais le manque de services. Ouais. Je connais ce dans quoi on s'embarque, puis je sais qu'en plus, pour une enfant qui est verbale, qui est fonctionnelle, qui a un potentiel intellectuel plus élevé que la norme, j'en aurais pratiquement pas de service, tu sais. Puis là, il faudrait que tu ailles au privé en attendant d'avoir accès au réseau public. OK. Ben, l'argent, tu sais. Ouais, puis tu peux avoir un système à 2 vitesses, là. Mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais ça voir un peu aussi, vous, vos parcours à travers les services aujourd'hui. Tu sais, je sais que vos 2 enfants sont dans des écoles spécialisées, ou du moins dans des classes spécialisées. Fait que, tu sais, un peu, parce que moi, c'est sûr que j'ai un pied dedans. Fait que, tu sais, j'ai déjà comme une vision de par ma profession, mais comme parent, tu sais, les frustrations ou, au contraire, les succès, puis on le vit tout différemment parce que toi, à la base, tu es éducatrice spécialisée. Fait que d'avoir un enfant qui a des besoins particuliers, tu as probablement été l'une des parents les plus alertes sur ça. Moi, à la base, je suis hygiéniste dentaire, tu sais. Fait que, mais j'avais côtoyé la différence parce que je travaille dans une spécialisation, tout ça. Puis,
le 0-6 ans, nous autres, on a été pris en charge par le centre de réadaptation parce que avec la trisomie, il venait entre autres des déficits moteurs qui l'empêchaient de s'alimenter et tout. Il n'y avait pas de tonus, bref, une grosse prise en charge. Mais à 6 ans, on tombe entre toutes les chaises. Puis là, ma vision des services, elle a fluctué avec le temps. Au départ, quand j'étais hyper bien encadrée avec des intervenantes qui ont donné plus que ce qu'ils pouvaient en sachant qu'on allait tomber dans des cracks. Puis là, t'es comme, ben voyons, elle doit pas être si grosse que ça, la craque, là. Garde tout ce qu'il me donne comme aide, puis tout. Puis là, pogne le 6 ans, puis là, on arrête de compter son besoin en fonction de son âge réel. On la compte envers sa date de fête, tu sais. Mais dans sa tête, il y avait 2 ans et demi, là. Puis ça n'a pas évolué, fait que les services ont juste comme tout arrêté. Puis là, moi, c'est là que j'ai fait le choix d'arrêter de travailler dans mon domaine pour aller étudier en éducation spécialisée, puis aller faire les cours en TSA. Est-ce que ça m'a apporté de quoi? Non, parce que dans le fond, je le savais déjà. Tout ça, je l'ai appris dans le vivre avec. Mais ça m'a fait me rendre compte encore plus des inégalités puis de comment il y a de la paperasse derrière chacun de nos enfants qui pourrait être enlevé. Tu sais, des fois, il faudrait juste se réduire à c'est quoi ton besoin, s'écouter, puis d'être entendu. Tu sais, tu vas pas chercher, personne va à la quête au diagnostic pour le plaisir de flasher nos différences. Tu sais. C'est plus une manière de se dire, Colin, moi, je vais dire quoi à mon enfant quand il va être le seul à sentir qu'il vit des échecs? Comment je vais l'encadrer quand il va se poser des questions sur sa différence? Parce que c'est vrai, je le vois, tu le vois, t'es différent, mais je t'explique ça comment, moi, pour que tu doutes jamais de ta valeur à travers tes diagnostics, alors que Jean-Guy, Ginette puis Suzy, ils ont toute une opinion sur toi avant que toi, tu le saches, tu sais. Fait que, puis là, il est rendu à 9 ans. Si à 6 ans, t'avais plus de service, à 9 ans, ils savent juste plus dans lequel te mettre. Parce que là, c'est le rôle de l'école, mais là, c'est plus le rôle de l'école. Tu sais, fait que ma relation avec... Tout le monde se lance la balle aussi. Tout le monde se lance la balle, puis là, tout le monde... Tu le sais intimement là, dans mon cœur, je le sais que ce n'est jamais la faute de l'intervenant qui veut m'aider. Ouais. Mais c'est qui le gère le maudit système que j'y parle dans le casque que je dis, voyons, t'en as-tu un enfant à besoin particulier? Comment on pourrait te simplifier ça? Ne serait-ce que de reconnaître que si les parents prennent la décision de s'occuper de leurs enfants, ben des outiller financièrement de la même manière que tu le ferais si tu décidais de placer l'enfant. Tu sais? Mais parce que dans les diagnostics, là, dans la lourdeur, là, si tu coches plus haut, là, tu vas avoir le droit à plus d'argent. Mais si tu le places parce qu'il est trop haut puis que tu as de la misère à t'aider, là, tu t'engouffres dans la pression financière, dans la pression sociale puis tout. Si tu le places, là, on va aider les gens qui vont le placer du mieux qu'on peut. On va leur donner des systèmes gratuits, on va leur donner de l'argent. Puis on a même déterminé que ça valait ça, fait qu'on va te le donner, tu sais. Mais toi, le petit parent là, qui voudrait donc bien tout faire, là, ben, tu n'auras jamais les mêmes outils. Puis ça, là, tu te bats constamment avec le fait que tu sais que tu pourrais faire mieux si on t'aidait. Puis tu pourrais en faire une personne, regarde comment il est hot. Tu pourrais faire de lui ou d'elle, ou de whatever, tu préfères de cet enfant-là un enfant heureux. C'est tout ce qu'on te demande, tu sais. Tu sais, le double discours aussi à travers ça, c'est qu'à la DPJ, on s'efforce du plus qu'on peut de garder, de conserver l'enfant dans sa famille naturel. Alors que quand tu as un enfant en situation de handicap, on te dit, écoute, si t'es trop fatigué, on va le placer. On va le placer, mais on va compenser financièrement la famille d'accueil ou la ressource intermédiaire. Fait pour moi, c'est un non-sens. Puis je baigne dans le milieu depuis plus que 10 ans et je le vois. Des parents, je veux dire, combien de familles qui ont 1 ou 2 ou 3 enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler, qu'il y a un des 2 parents qui ne peut pas travailler pour les rendez-vous médicaux, pour y arriver à l'école. Ben, moi, c'est ça. J'ai été ce parent. J'ai arrêté durant 3 ans et puis je me suis perdue comme femme plus que jamais. Non seulement j'étais perdue derrière mon enfant, mais la société me renvoyait que j'avais pas de valeur. T'sais. Je disais pas que j'étais maman à la maison. Là. Je disais que j'étais une étudiante. C'était comme moins péjoratif dans ma tête de dire que je faisais pas juste ça, être une mère, même si dans le fond, c'est pas vrai. Là, je faisais juste ça, être une mère. J'avais même pas mon prénom. T'sais. On m'appelait chez moi pour me demander est-ce que je parle à la maman de Milan. Ah ben oui, c'est moi, tu sais. Mais là, c'était rendu là, que le téléphone sonnait, je vivais de l'anxiété, genre, c'est ça, c'est pas pour moi, c'est pour la mère d'eux, mais là, j'ai pas le goût, là, tu sais. Ça, là, on le nomme pas, on l'entend pas, là, mais ça fait des parents qui
qui s'essoufflent à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes en conservant une santé mentale, en se rendant compte que la vie, là, t'es dans le fond, on n'est plus à l'époque du troc, là. Je peux pas te troquer 2-3 tomates pour un service rendu, puis pourtant, j'aurais besoin qu'on revienne à des trucs de base. Mais le double discours, puis le fait est de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de pas le faire. Ouais. Non, clairement, puis tu sais, Daph, on en parlait tantôt. Toi, Luca, va dans une école spécialisée, dans une ville autre que la tienne. Fait que toi, puis il n'y a pas droit au service. Fait que toi, dans ta journée, ben, tu pars le matin, tu vas reconduire ton enfant à une heure pas possible. Là. Oui. Je trouve que 7h30, c'est beaucoup trop tôt. Ah ouais. Tu vas le chercher en début d'après-midi parce que là, il commence à 7h30, il finit pas à 4h. Fait que tu sais, ta journée, quel emploi physique te permettrait d'aller chercher ton enfant à l'école à 2h? Ben, il n'y en a pas. Puis, dans le fond, avant la pandémie, j'avais trouvé un emploi 3 jours semaine. Puis, tu sais, c'était parfait. Puis, c'était entendu que j'avais 3 enfants. Fait que je suis abonnée aux grippes, au gastro, tout ça. Ah ouais. C'était proche de l'école. C'était supposé être correct. Puis, finalement, la pandémie a fait que j'ai perdu ma job. Mais, tu sais, je suis comme rendue en paix avec ça. Là, mais c'est parce que dans les faits, c'est que oui, c'est cool d'être 3 jours semaine, mais dans les faits, pour un employeur, ça marche pas. L'employeur, il a besoin de son employé, puis c'est pas vrai que tu vas pouvoir caler malade sans te sentir mal, même si tu reprends ton temps. T'es juste un paquet de troubles, littéralement. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais gestionnaire dans un bureau de comptable, puis, tu sais, je le sais, là, je l'ai vécu, l'espèce d'endos de la médaille d'être le gestionnaire qui doit gérer l'entreprise, puis être, jongler avec ça. Fait que non, moi, ça fait 12 ans que je fais de la comptabilité à la maison comme travailleur autonome. Je suis devenue comptable parce que ça a donné de même. Je dis à la joke que je peux pas croire qu'il y a des gens qui choisissent ça comme job. Mais, tu sais, j'ai mes petits clients, tout ça, mais tu sais, j'ai jamais fait des fortunes. Puis les années que j'ai fait un peu plus de sous, c'est parce que, ben là, après une séparation, puis que j'avais la garde, tu sais, comme c'était une fin de semaine sur 2 avec le papa, ben quand la garde partagée est apparue pour de vrai, ben là, j'ai pu plus travailler, puis tout ça. Mais sinon, in fact, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Tu sais, il y a tout le temps... T'es comme toujours en attente de la prochaine tuile, puis à devoir être celle qui va conjuguer tous ces rôles sociaux à travers ça. C'est comme... Ben oui, puis souvent même, au début, l'école m'appelait moi, même si les enfants étaient chez leur papa. L'école, c'est pas la faute du papa, c'est la faute de l'école. Le petit t'a dit qu'il est chez son père, mais là, tu m'appelles pareil, puis là, c'est moi qui m'a stressé, puis qui est comme, ben là, le petit vomit partout, je le laisserai pas... C'est tout le temps c'est tout le temps relié à toi, puis c'est très lourd, là, puis c'est, tu sais, les suivis médicaux, c'est comme tu disais, c'est toi qu'on appelle en premier parce que vraiment, on est plus réactif. S'il arrive quelque chose, on se revire sur un dizaine, on va vite le chercher, on s'arrange. Mais t'as l'instinct qui prend, tu sais, déjà, d'emblée, l'instinct est là, mais là, c'est comme d'autant plus quand tu as un enfant qui vit des défis au quotidien, ben là, tu es tout le temps en mode, pas en mode panique, là, mais tu sais. Mais en mode protection. En mode protection, oui. Je vois le temps qui file. Daph, là, on va avoir besoin d'un épisode 2 sur l'autisme encore parce qu'on a tellement de choses à dire. Mais pour la sortie de ce premier épisode, Daph, je voulais que tu nous parles de projet spécial. Oui, écoute, dans la pandémie, il est arrivé quelque chose avec mon Luca qui m'a fait ressurgir une idée que j'avais dans le plus profond de moi-même. Là, je vais vite parce que moi aussi, je vois le timer. Donc, quand j'allais en voyage dans des événements, j'avais le réflexe d'écrire des chandails à la main pour Luca. Qui disait, exemple, je suis autiste, moi aussi je te juge, des affaires comme ça. Fait que les gens, quand ils le voyaient, ils comprenaient pourquoi, mettons, il sautait, il tournait. Il disait, il faisait des sons bizarres ou je sais pas, moi, il se liche la main puis il se la met dans les cheveux, tu sais. Fait que ça dédramatisait vraiment des situations malaisantes. Fait que j'ai fait ça dans les dernières années. Ma belle-sœur me les écrivait. Puis, ça m'a frappé quand le masque est devenu obligatoire au Québec. Ah ouais, parce que tu perdais un lien de communication.
Ah non, même pas ça. C'est que Luca ne pouvait pas porter de masque. Ah, aussi. Ah, ouais. Pour le regard des autres. Oui, maintenant, au fil du temps, j'ai réussi à y faire porter, mais il n'en portait pas de masque. Puis, j'étais allée au IGA, puis on avait-tu hâte de retourner faire l'épicerie avec Luca parce que Luca aimait ça. Mais tu sais, il y a eu un temps qu'on pouvait juste être tout seul avec un panier. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de sortie. Fait que bang, je m'en vais à l'épicerie. Et puis là, je me suis fait arrêter quasiment 15 fois dans l'épicerie. Madame, votre enfant doit porter un masque. Surtout que Luca, il mesure comme 10 pieds, là. Ben, c'est ça, il est Ouais, super grand, Luca, il est grand comme moi, fait que déjà, il a pas de l'air d'être sa limite d'âge qu'il avait à ce moment-là. Puis là, tu sais, de devoir te justifier à tout le monde, ben là, il est autiste, ouais, mais là, c'est quoi le rapport? Ouais, mais là, il y a une clause qui dit que, tu sais, ces personnes-là sont exemptées. Ouais. C'est vraiment écrit trouble du spectre de l'autisme. Bref, fait en textant mon amie Ariane, puis je pleurais, j'étais comme, tu sais, s'il y avait eu un chandail, là, quelque chose, un néon, là, qui dit qui est autiste, qui a un handicap, qui ne peut pas le porter, ben, il me semble que ça aurait réglé la situation. Puis Ariane m'a littéralement répondu, ben, go. On le fait. On le Fait que fait. là, ça a comme pitché une graine. Puis de fil en aiguille, parce que, tu sais, je me disais, je peux pas être la seule dans cette situation-là. Là. Oh no! Je peux pas être la seule. Fait que c'est comme né tout ça, l'espèce de désir de passer un message via nos chandails, des messages des fois qui ont une grosse étiquette, exemple autiste. Des messages. J'adore, je porte le mien tout le temps, là, celui Allô, j'angoisse. Je fais la paix avec mon anxiété généralisée. Puis, je sais que tu as plein d'autres modèles qui s'en viennent. On va mettre le lien. Je me sens très cool de dire ça, là, mais on va mettre le lien en bas dans la vidéo. Puis, tu as aussi pour le mois de l'autisme un ensemble, je l'ai ici, là, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, un ensemble de semences. Puis il y a 5 $ qui sont remis à un organisme de ta ville à Sainte-Thérèse. Oui, c'est ça. C'est un ensemble. C'est vraiment, écoute, c'est partie. On veut faire une affiche pour le mois de l'autisme. C'est vraiment très cool. Merci. Puis ça a fini avec des impressions en risographie, avec des graines que tu peux pas avoir des graines de meilleure qualité qu'on est allé chercher avec un potager, le potager ornemental de Catherine. Puis écoute, ça a été tellement le fun à faire comme projet, puis jusqu'à la dernière minute de le lancer, on dirait, ben, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûre, tout ça. Puis c'est Ariane qui me disait, hey, go, c'est sûr, ça va marcher. Puis il y a 5 j'ai déjà envie de l'acheter. J'ai déjà. Je le connaissais pas. Moi, j'ai acheté en anglais. Là, de savoir que tout ça, c'est fait en français, je trouve tellement que c'est une belle idée. Là, moi, j'aime ça l'exposer. Il n'y a pas de place à de l'ambiguïté. C'est genre, allô, that's it, on passe à d'autres choses. Tu sais. J'adore ça. J'adore le concept. Il est imprimé, tu sais, toutes les affiches sont imprimées à Montréal. Les graines viennent de j'ai un blanc de mémoire, mais au pire, tu pourras le mettre dans la description. Ouais. Puis, tu sais, tout ça a été fait à la main. On a tout mis la main à la pâte. Puis, il y a 5 $ qui est remis à ACO Loisirs, qui est un organisme de Sainte-Thérèse qui font plein d'activités l'été, les fins de semaine. Je n'aime pas le mot répit parce que c'est un mot que je ne suis pas en paix avec, mais on pourra en parler lors d'un prochain épisode. Ouais. Mais en gros, Luca va passer peut-être c'est 5 heures le dimanche, une semaine sur 2. Pendant ce dimanche-là, souvent ce qui arrive, c'est que je passe du temps avec son frère, Thomas, que j'ai une semaine sur 2 aussi. Puis on fait juste des affaires que normalement c'est un peu plus compliqué avec Luca. Fait que ça nous donne juste un petit coup de pouce. Puis Luca, il est super bien là-bas, il fait des activités, il mange. Il est en sécurité. Ouais, mais non, le répit, il n'est pas pour lui, il est pour toi, te retrouver. Je sais que le terme est comme ça, mais c'est aussi un apaisement de charge mentale. Tu sais. Fait que là, moi, je me note pour le prochain enregistrement, on va se parler, Daph, si tu veux revenir, bien sûr, on va se parler du concept de répit. On va se parler aussi de ce qui se passe après 21 ans, donc la suite pour nos chers enfants. Là, on parle encore de l'autisme. Dans d'autres épisodes, on va parler de trisomie 21, on va parler d'identité de genre, on va parler de plein de sujets fort intéressants. Merci, Daph, d'être venu. On se revoit prise 2. On le met en ligne le 2 avril à temps pour la Journée mondiale de l'autisme, mais il n'y a pas tous les jours devrait être la journée de l'autisme. La journée de la différence tous les jours. Exactement. Donc, merci d'avoir été là. C'était vraiment cool. Merci à vous deux. Merci, à la prochaine. Salut. Salut.